Bonjour à tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour. Bonjour Gaëlle Lagarde. Bienvenue à tous. Bienvenue donc à ce Bonjour. téléstaff du mois de novembre qui est consacré donc à la semaine de la dénutrition qui a débuté hier, organisée par le collectif Dénutrition. Et nous, avec le téléstaff, en fait, notre action, c'est de réaliser ce téléstaff du mois de novembre sur cette thématique. Chaque année, on a un sujet différent. Et cette année, on va parler de cuisine, comment réinventer la cuisine pour lutter contre la dénutrition. Donc, pour parler de ce sujet très intéressant, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Lagarde, qui est ancienne directrice médico-sociale d'établissement médico-social, qui est formatrice suite à un CAP en reconversion en pâtisserie qui a été réalisé. Elle va vous expliquer bien mieux que moi son parcours. Voilà, avant que je lui laisse la place à la parole, pardon, je rappelle juste donc ce téléstaff est enregistré, il sera disponible en replay évidemment. Vous pouvez poser vos questions à tout moment. On les relaiera avec grand plaisir à Gaëlle pour pouvoir y répondre. Et puis voilà, ce téléstaff se veut dynamique, donc n'hésitez pas à lever la main ou à utiliser l'onglet chat pour poser vos questions que je relayerai avec plaisir. Voilà, Gaëlle, je vous laisse la parole. Ça marche. Eh bien, merci Vanessa. Écoutez, ravie d'être avec vous pour mon premier téléstaff sur le centre Val-de-Loire. Donc, je me présente, je suis Gaëlle Lagarde. J'ai été directrice de structure médico-sociale pendant près de 25 ans, notamment en gérontologie, mais pas seulement, en protection de l'enfance aussi. J'ai été à mes débuts, donc en tant que toute jeune professionnelle, responsable d'un service de maintien à domicile. J'ai participé à cette occasion à la mise en place d'un CLIC à l'époque sur notre territoire en 2001. Donc, c'était le début des coordinations géronto et c'était un bon souvenir d'ailleurs. Ensuite, j'ai continué mon petit parcours et mon petit parcours professionnel en protection de l'enfance, notamment en tant que directrice d'association et puis directrice de maison d'enfants à caractère social. J'ai été aussi assesseure au tribunal pour enfants. J'ai aussi évolué 3 ans en tant que chef de service auparavant dans le cadre des violences conjugales. Et puis en 2020, j'ai pris la direction d'un dispositif d'appui à la coordination, une maison des aînés et des aidants, ce qui rejoint un petit peu notre sujet d'aujourd'hui, sur Paris. Donc j'étais directrice d'une M2A DAC sur 3 arrondissements parisiens. Et donc, j'ai retrouvé et renoué avec la Géronto à ce moment-là. J'ai travaillé en lien avec les CPTS, les communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé, et puis aussi les équipes mobiles donc spécialisées gériatrie ou équipes mobiles psychiatrie du sujet âgé. Voilà, donc j'ai de nouveau évolué dans ce secteur d'activité et donc en direction des patients complexes, mais aussi des patients âgés. Voilà. Et puis ensuite m'est venue l'idée de me réinterroger sur mon parcours professionnel et j'ai souhaité suivre ma passion. J'ai quitté mon poste de direction et j'ai enclenché un an de formation à l'école Ferrandi à Paris pour passer un CAP pâtisserie. Donc vous allez me dire rien à voir avec le médico-social. Eh bien si, quand même un petit peu. J'avais au préalable des idées évidemment et des projets à la suite de cette année de formation et j'avais idée de proposer des ateliers de médiation pâtisserie pour des publics notamment fragiles, mais pas seulement. Et donc, à l'issue de mon CAP, c'est ce que j'ai fait. Depuis un an, je propose des ateliers de médiation pâtisserie et je suis aussi formatrice toujours dans le secteur médico-social, formatrice en direction d'auxiliaires de vie, notamment pour parler alimentation, mais aussi formatrice pour toutes les équipes de travailleurs sociaux, notamment au sujet des outils de la loi 2002. Voilà. Depuis quelque temps, j'ai aussi retrouvé un petit peu les bancs de l'école à l'université parce que je suis vacataire enseignante dans une licence professionnelle qui s'appelle Service à la personne, parcours ingénierie des services aide à domicile. Et j'interviens sur 2 modules, la coordination aide et soins et sur les nouvelles formes d'accompagnement. Bon, voilà, mon parcours étant dit, rentrons maintenant
plus précisément sur notre sujet, qui est aujourd'hui donc la dénutrition. Alors pour commencer, je vous propose une petite définition pour se remettre dans le sujet. La dénutrition, elle survient lorsque les apports alimentaires spontanés ne suffisent pas à couvrir les besoins du quotidien. On a donc un déséquilibre qui peut conduire à une perte de poids et de muscles, pouvant avoir évidemment des conséquences sur la santé. Les premiers signes de la dénutrition, c'est la perte d'appétit et donc naturellement la perte de poids quand on mange moins, mais aussi la fatigue et l'affaiblissement général du corps. On va beaucoup parler de dénutrition aujourd'hui, bien sûr, dans le cadre de cette semaine de lutte contre la dénutrition. Il ne faut pas oublier le principe également de déshydratation, deux principes qui sont mutuellement liés et ont chacun des conséquences l'un sur l'autre. Avant de rentrer plus dans le vif du sujet, il me semble important d'avoir quelques chiffres. On sous-estime peut-être la dénutrition du sujet âgé et pourtant la prévalence en France est assez importante. On voit à l'hôpital jusqu'à 60% des personnes âgées qui pourraient être dénutries. Évidemment, on prend en compte la cause des pathologies qui viennent aggraver ce phénomène de dénutrition. À domicile, on a, semble-t-il, environ 10 à 15%, mais ce chiffre doit certainement être sous-estimé. On n'a pas beaucoup de recul et on n'a pas moyen de mesurer grandement la dénutrition au domicile. En EHPAD, on voit aussi qu'elle est assez importante. Les personnes sont parfois malades également et peut-être des chiffres à revoir et à affiner de toute façon. On voit les conséquences principales de la dénutrition. Donc, on peut noter une fragilité globale, mais aussi des chutes, des infections, des escarres, des cicatrisations plus difficiles. On note également une perte d'autonomie plus rapide, un allongement du temps des hospitalisations et un risque vital s'il n'y a pas une prise en charge assez précoce. On peut également noter des conséquences sur la santé mentale avec une baisse de morale et des risques de dépression. Alors, comment on peut déterminer si une personne est dénutrie? Alors, en mesurant sa perte de poids, on dit qu'une perte de poids supérieure à 5% en un mois ou supérieure à 10% en 6 mois signifie un signe de dénutrition. La deuxième façon de mesurer ce phénomène, c'est grâce à l'indice de masse corporelle. Alors, l'indice de masse corporelle, s'il est inférieur à 18,5 pour les personnes de moins de 70 ans, on parle de dénutrition. Et il est un petit peu différent pour les personnes de plus de 60... Ah, j'ai dû me tromper. Pour les personnes de moins de 70 ans, inférieur à 18,5. Et par contre, pour les personnes de plus de 70 ans, inférieur à 22 kg, divisé donc par la mesure en mètres au carré, c'est la façon de calculer l'IMC. J'ai un petit onglet là sur le côté de la slide qui nous donne une définition de la sarcopénie. On dit que les besoins en protéines chez la personne âgée sont plus élevés que chez l'adulte du fait d'une fonte accélérée et facilitée de la masse maigre. C'est donc une perte progressive et généralisée donc, de la masse et de la force de la fonction musculaire au cours du vieillissement. Il y a davantage besoin d'une augmentation de protéines, mais aussi de solliciter une activité physique pour maintenir une masse musculaire. Donc, on va privilégier la prise de protéines végétales, notamment, comme par exemple, on peut valoriser et mobiliser les légumineuses, les oléagineux, comme qui prennent la forme donc, de pois chiches, de pois cassés, de fèves, d'haricots, de lentilles, de soja,
voilà, pour essayer de compenser cette perte en protéines chez le sujet âgé. Voilà pour cette première partie un petit peu chiffrée qui nous plante un petit peu le décor sur le contexte dans le cadre du sujet âgé. Essayons maintenant de définir les freins à une alimentation efficace. Alors, du côté des personnes âgées, il y a une perte naturelle de l'appétit avec l'âge. On dit que les personnes les plus à risque sont évidemment les personnes dépendantes avec des GIR 1 ou 2, où il y a moins de mobilité et une perte d'appétit encore plus importante. Attention également aux sujets âgés qui ont des douleurs soit bucco-dentaires, soit des troubles de la déglutition. Cela a des conséquences assez importantes sur leur façon de se nourrir. Donc, bien penser à orienter ces personnes vers des spécialistes comme des dentistes ou des orthophonistes pour contrôler et peut-être proposer des soins de la part de ces professionnels de santé. D'autres signes et d'autres freins, la fatigue, l'isolement, le repli sur soi, la baisse de morale et joue grandement aussi sur la dénutrition, le côté santé mentale, l'isolement ont de graves conséquences aussi et sont déterminés comme des freins. Du côté des personnes âgées, on retrouve aussi les maladies chroniques ou neurologiques. Les problèmes cognitifs impliquent parfois une aggravation de cet état de santé de la dénutrition. Les malades ne pensent pas toujours à manger. Alors on se dit, dans ces cas-là, pourquoi pas faire appel à la livraison de repas? Oui, c'est vrai, mais il faudrait compléter ces propositions par des aides humaines parce que certains patients oublieraient même, malgré la présence des repas, de manger. Les traitements aussi hein, ont un impact sur l'envie de manger. Certains médicaments peuvent donner par exemple la nausée ou autre, ce qui ne favorise pas l'appétit. Et puis, on a aussi des habitudes alimentaires anciennes ou des restrictions de la part des personnes qui ne favorisent pas la prise des repas. Du côté des professionnels et des structures, on peut noter le manque de temps pour individualiser les repas. Le fait également que les menus soient standardisés, peu de souplesse possible en établissement ou en livraison à domicile. La formation de nutrition est parfois insuffisante pour les équipes. Il n'y a pas toujours l'apport de diététiciens ou de nutritionnistes pour sensibiliser. La prise en compte, la moindre prise en compte des envies et des besoins quand en structure, il n'y a pas forcément le temps et la possibilité de faire du cas par cas ou des repas individuels. Mais aussi le fait que l'acte de nourrir soit peu valorisé comme un acte de soin. Et pourtant, on sait que la nutrition a bien évidemment un impact sur la santé. On pourrait reprendre et faire référence à la définition assez large de l'OMS qui dit que l'état de bien-être physique, mental et social nécessite pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. On voit bien que la santé est vraiment associée à la notion de bien-être dans le cas le plus général. Alors, on va pouvoir la vision des nutritions que André ne peut pas faire. Attention à vos micros, s'il vous plaît, de bien les avoir fermés. Pour Madame Bourdon, je te la laisse. Je ne l'ai pas scannée. Il l'a signé, M. Bourdon. Magnifique. Oui, et c'est ici, je te passe une stagiaire pour toi. Désolée, allez-y. Je reprends. Alors, on va passer à se demander comment réinventer la cuisine au quotidien. Donc, je vais vous proposer 4 axes
pour structurer un petit peu cet apport. Alors, le premier axe, on va pouvoir le noter, adopter les apports sans alourdir les repas. Le deuxième sera stimuler l'envie de manger. Le troisième, impliquer tous les acteurs. Et le quatrième, favoriser les bonnes pratiques. Pardon. Alors, premier axe, adopter les apports sans alourdir les repas. Donc, on peut penser à fractionner les repas. La prise alimentaire peut être démultipliée de 4 à 6 prises par jour. On peut parler des repas, des collations, des goûters pour favoriser l'apport de nutrition. Alors, ça demande certainement en structure le fait de s'adapter et de donner du temps pour les repas et pour apporter des collations. Ce n'est pas toujours simple, hein, j'entends bien. Une autre possibilité, enrichir naturellement les plats, donc avec l'ajout de crème, de lait, de poudre d'amande, de fromage, d'œufs, de protéines végétales pour améliorer la qualité nutritionnelle des plats et donc favoriser en petite quantité. C'est possible de manger plusieurs fois par jour, hein, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais avec des hautes densités nutritionnelles pour favoriser l'absorption et lutter contre la dénutrition, pardon. Une autre possibilité, c'est relever le goût des plats. Alors effectivement, peut-être mettre des aromates, des épices pour donner davantage de goût et respecter aussi les envies et les saveurs appréciées par les personnes âgées. Alors, je vous propose qu'on passe, à l'axe 2, qui est stimuler l'envie de manger. Alors, on peut proposer de soigner la présentation des plats, faire attention aux couleurs, aux odeurs, une petite décoration de l'assiette, apporter l'assiette et raconter un petit peu ce qu'on peut trouver de bon dans son assiette permettrait de stimuler l'appétit. On peut aussi proposer de ne pas dénaturer la présentation des aliments. Ce que je voudrais dire par là, c'est attention, si on mixe trop les aliments, on aura des difficultés à identifier les goûts de chaque aliment. On aura une purée multisaveurs, mais les personnes âgées auront du mal à savoir vraiment ce qu'ils mangent. Et ça, ça donne pas forcément très envie de manger. Revaloriser les plats plaisir. Alors, on peut faire attention évidemment à l'équilibre alimentaire, mais on a le droit aussi, je pense, à entendre les envies des personnes âgées, souvent attirées par le sucré. Donc, on pourrait demander quel dessert, quel petit gâteau, favoriser des goûters un peu gourmands pour reprendre un petit peu goût au fait de manger. On pourrait associer aussi davantage la personne âgée en la questionnant sur ses envies. On pourrait, par exemple, au domicile, faire une liste de courses avec la personne âgée. L'auxiliaire de vie peut demander ce que la personne a envie de manger, et puis aller même un petit peu plus loin, essayer de discuter, d'échanger sur des saveurs qu'on aime bien, essayer vraiment de s'intéresser à la personne et de prévoir les repas en fonction des envies et des habitudes antérieures. On peut aussi associer la personne âgée à la préparation du repas. Alors, peut-être pas physiquement si la personne est en perte d'autonomie, mais au moins par la parole, expliquer ce qu'on peut faire, raconter un petit peu comment on va préparer, est-ce que la personne âgée avait des habitudes, est-ce qu'elle faisait beaucoup à manger, comment elle cuisinait. Voilà, engager des conversations qui pourraient amener à reprendre goût.
Et donc, la dernière proposition sur la slide, c'est intégrer les souvenirs alimentaires. Alors, les recettes d'enfance, les plats familiaux, essayer de se reconnecter aux émotions et se reconnecter aux envies et à ce que la personne âgée a eu l'habitude de manger. C'est vrai que c'est compliqué de modifier euh, euh, ses habitudes de repas. Par exemple, quand on a des livraisons de repas ou qu'on mange en structure, eh bien, on n'a plus ce choix, on n'a plus la même place par rapport au repas. Donc, quand on peut essayer de réinterroger les envies, de remettre vraiment la personne au centre de son alimentation. La dernière proposition, ce serait de proposer une activité physique. On voit que s'il y a un manque d'appétit, peut-être en fonction évidemment de l'autonomie et de la capacité de la personne âgée, de l'inviter à une activité physique, hein, comme la marche par exemple, pour peut-être stimuler davantage son envie de manger. L'axe 3, c'est impliquer tous les acteurs autour du repas. C'est vrai que les personnes âgées qui mangent seules ne sont pas très motivées, on va dire, n'ont pas peut-être beaucoup l'envie de manger. Favoriser la collaboration entre soignants, cuisine, auxiliaires de vie et famille. Alors ça, c'est évidemment dans l'idéal et que ce n'est pas toujours possible, mais c'est vrai que la communication, la collaboration entre les différents acteurs autour de la personne âgée pourrait permettre d'améliorer des propositions de repas. On pourrait davantage prendre en compte l'envie. Former les professionnels à la détection de la dénutrition, c'est vrai que si la détection est précoce, la dénutrition sera plus rapidement contrée, entre guillemets, ou en tout cas, on aura un effort particulier à essayer de lutter contre ce phénomène de dénutrition. Donc, former les professionnels pour détecter le plus précocement les signes de dénutrition. On peut aussi encourager les petits gestes du quotidien, prendre un peu de temps pour réchauffer un plat si la personne âgée n'a pas terminé, proposer un goûter et, comme je disais, rester présent pendant le repas. D'autres idées, alors là on est plutôt sur le versant EHPAD, ouvrir le restaurant de la structure à d'autres publics. C'est vrai que j'ai des exemples en tête sur des possibilités d'intergénération pour les repas ou les goûters en structure. Notamment, j'étais donc directrice d'un DAC à Paris. Et à Paris, il y a des restaurants émeraudes qui sont, mais certainement que ça se fait dans d'autres grandes villes ou dans d'autres territoires, bien sûr. Je prends juste l'exemple que j'ai connu. Paris met à disposition des restaurants pour les personnes âgées qui sont gérés par le Centre d'action sociale de la ville de Paris. Et de temps en temps, pendant les vacances scolaires, les restaurants sont ouverts pour les enfants également des centres de loisirs. Je pense que promouvoir comme ça des actions intergénérationnelles, changer les habitudes, amener du monde dans les structures, partager les repas avec d'autres, permet évidemment d'ouvrir, de donner envie à la personne âgée de passer du temps à table et de reprendre goût à la nourriture. Autre proposition, participer à la préparation du repas, hein, que ce soit à domicile ou en structure. Alors c'est vrai que ça peut engendrer une perte de temps pour les professionnels ou des difficultés d'organisation, mais c'est important d'avoir ce sentiment, même en structure, de se sentir utile et de créer davantage encore de liens sociaux. Autre proposition, proposer des activités, des ateliers, des animations cuisine ou pâtisserie, plutôt en collectif. C'est vrai que je propose, par exemple, moi, des ateliers de médiation pâtisserie. Alors aujourd'hui, j'interviens sur des groupes, dans des structures médico-sociales, mais aussi dans des écoles, dans différentes collectivités territoriales. Et il y a toujours cette envie
de participer, cette envie de partager un moment autour de la nourriture. Au-delà de la réalisation du gâteau, notamment tous ensemble, après on prend un temps pour partager, pour goûter la pâtisserie réalisée. Et vraiment, ça a toujours du succès et on voit les personnes qui participent vraiment ravies et partie prenante de l'activité. Donc, je sais que ça prend du temps et ça coûte aussi de faire venir des intervenants extérieurs, mais je pense que ça peut, enfin, je suis convaincue du résultat évidemment et du bienfait que cela peut provoquer pour les personnes notamment âgées. Alors, le quatrième axe, c'est favoriser les bonnes conditions du repas. Donc, peut-être penser à éloigner les repas des prises de médicaments. Certains traitements donc, peuvent amener des effets indésirables et ne favorisent pas après l'envie de manger. Peut-être aussi des, des problèmes de digestion de certains traitements et puis des interactions alimentaires sont possibles. Du coup, essayons d'éloigner les repas des prises de médicaments pour un effet positif. Apporter de la convivialité au repas. Partager le repas à plusieurs, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que être seul devant son assiette n'est pas très stimulant quand on n'a déjà pas trop le moral, alors que on le sait tous, hein, quand on arrive à inviter du monde à la maison ou prendre le temps, on discute, on mange, on partage, on commente aussi ce qu'on mange, on parle de plein de choses et c'est vrai que c'est assez stimulant. Alors, dans les structures, en EHPAD notamment, on peut manger à plusieurs par table, hein, mais est-ce que ce choix de repas à plusieurs est vraiment un choix? Est-ce qu'on pourrait penser à, hum, à peut-être inviter davantage, soit des gens extérieurs ou des professionnels à prendre les repas avec les personnes âgées? Pourquoi pas? Manger dans une autre pièce que la cuisine pour éviter les mauvaises odeurs, enfin les mauvaises, ou en tout cas les odeurs, parfois ça peut amener un certain dégoût pour certaines personnes et ne pas mettre toutes les conditions pour pouvoir vraiment avoir envie de manger. Alors là, je pensais plutôt au domicile, hein, mais c'est vrai que essayons par tous les moyens de redonner envie de passer un bon moment à table. Autre proposition pour compléter cette slide, ce serait peut-être d'adapter les heures de repas selon les préférences. C'est vrai qu'on a, pour des raisons parfois d'organisation des services d'auxiliaires de vie ou en structure, des heures de repas qui sont déterminées et qui sont fixes. Mais on a chacun eu des habitudes alimentaires et des habitudes de vie différentes et qui ont peut-être conséquences aussi sur aujourd'hui pour le sujet âgé, de ne pas avoir faim ou de ne pas avoir envie de manger aux heures vraiment habituelles. Et puis, pourquoi pas proposer des aliments faciles à manger debout avec les doigts. Là, je fais référence aux patients de maladies euh, cognitives qui déambulent beaucoup et pour qui il est compliqué de rester assis pour manger. Essayons de diversifier les textures et les formes pour que chacun puisse manger au mieux avec ses possibilités quand il n'y a pas d'autres choix. Voilà. Toujours pas de questions, de choses pour m'interrompre? Alors, En tout cas, je pas dans le continue. chat pour l'instant. Vous Ok, pouvez ça continuer. marche. Alors, sur cette slide, je vous propose des recettes express, donc des recettes qui sont réalisées au micro-ondes en quelques minutes. En fait, dans le cadre de mes formations, notamment des formations des auxiliaires de vie sur l'équilibre alimentaire et sur
Oui, sur l'équilibre alimentaire, mais aussi sur la façon de cuisiner express, parce que c'est vrai qu'au domicile, quand on n'a qu'une heure d'intervention au domicile auprès d'une personne âgée à qui on doit faire à manger et on doit accompagner le repas, il faut vraiment être très bon cuisinier ou avoir des idées de recettes express pour pouvoir assurer l'intervention. Donc, je vous propose différentes petites recettes, alors très très simples et très très modestes, hein, mais que vous pourrez peut-être utiliser ou tester par vous-même avant de le faire dans le cadre professionnel. C'est vrai que les auxiliaires de vie, elles me disent souvent ah bah je vais tester d'abord en famille parce que j'ai moi-même peu de temps à consacrer au repas avec le travail. Et en 2-3 minutes de cuisson, on arrive à avoir quand même des repas quasiment, enfin des plats quasiment complets. Donc, je vous propose une recette de flan de courgettes, une recette de bowl cake, c'est-à-dire de gâteau cuit au micro-ondes dans un bol, et puis un fondant au chocolat qui, j'avoue, n'a pas la même texture qu'au four traditionnel, mais en 1 minute de cuisson, on peut quand même avoir un petit dessert gourmand qui pourrait peut-être donner envie à une personne âgée de clôturer un repas avec une touche gourmande. Voilà. Euh, donc, ces recettes, elles sont des recettes basiques hein, et que je vous invite à enrichir en fonction des besoins nutritionnels hein, des personnes chez qui vous intervenez ou avec qui ont besoin d'augmenter leur apport nutritionnel, hein, bien sûr. On peut rajouter, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, enrichir les plats euh, avec de la crème, avec par exemple une banane dans le bowl cake, ce qui donnera encore plus d'énergie, avec de la crème, de la pâte de sésame, enfin voilà, différentes possibilités, bien sûr. Alors, l'alimentation, un levier de lien, de plaisir et de bien-être. C'est vrai que, eh bien, l'alimentation, hein, c'est quand même le centre enfin, les repas sont quand même le centre et rythment nos journées pour nous actifs, mais pour les personnes âgées aussi, essayons de leur redonner plaisir à manger. Alors, pour les personnes âgées, on peut imaginer manger plutôt avec quelqu'un que seul, hein, on en a déjà parlé, partager un moment, échanger, retrouver du plaisir. Créer des rituels simples et porteurs ou bien, à l'inverse, s'adapter au rythme de la personne aidée et suivre ses envies. Il n'y a pas de solution unique, hein. La solution, c'est vraiment d'écouter les envies de la personne que l'on accompagne. Mais aussi favoriser l'autodétermination. J'entends par là donner la parole à la personne âgée. Personne ne sait mieux que pour soi-même. Donc, pour que cette personne puisse choisir, goûter, exprimer ses envies, il faut lui laisser la parole et il faut lui donner envie et lui permettre de le faire dans les meilleures conditions. Et puis, donner envie sans forcer, c'est vrai que parfois, le temps est compté au domicile ou en structure et on se dit, allez, il faudrait que cette personne, elle arrive à manger, elle est trop faible en ce moment, mais comment donner envie sans forcer? Peut-être en essayant de dédramatiser le temps des repas quand il se passe pas très bien ou que la personne âgée n'a vraiment pas d'appétit. Peut-être le ton et les termes employés. Alors, aucune leçon de morale de ma part, bien sûr, hein, mais essayer d'inviter les personnes à venir manger en entendant ce qu'elles souhaitent, plutôt qu'en disant, enfin, qu'en imposant l'heure des repas, par exemple, et voilà. Pour les professionnels, le repas aussi est important. C'est prendre soin sans s'oublier. Les professionnels aussi doivent prendre le temps de la pause repas. On sait qu'au domicile ou en structure, les journées sont bien chargées et les professionnels prennent pas toujours le temps de cette pause repas qui pourtant va redonner de l'énergie pour tout le reste de la journée. Et essayons aussi de prendre le temps de se nourrir sans parler travail, surtout quand on est en structure entre collègues, d'essayer de couper quelque temps pour prendre plaisir à manger.
Valoriser les équipes autour du bien manger, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des propositions de projets, de co-construction de projets autour de l'alimentation. Notamment dans le cadre de la semaine du goût, mais pas seulement. Mais moi, je sais que je fais des interventions dans le cadre scolaire, notamment pendant la semaine du goût. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours vraiment un plaisir et les participants sont ravis. Donc, je me dis qu'en structure également, à l'initiative de l'équipe d'animation ou des professionnels, amener une activité cuisine ou pâtisserie aura vraiment un impact positif. Mais aussi, les ateliers cuisine et pâtisserie peuvent être aussi à destination des professionnels pour passer un moment convivial, pour renforcer la cohésion d'équipe. On peut appeler ça des ateliers team building. Moi-même, j'ai animé un atelier team building à la demande de la CPTS du 10e arrondissement sur Paris, hein, mes anciens collègues. Je suis intervenue un soir, donc après leur journée de travail, les soignants médicaux et paramédicaux de l'arrondissement, on leur a proposé un atelier pâtisserie. Et vraiment, ça a été très bien accueilli de se retrouver dans un cadre quasiment professionnel, mais pour partager une activité de loisir. Et ça a eu un impact assez positif. Ça a été très, très bien reçu. Peut-être qu'au moment des fêtes ou de temps en temps, si il est possible de proposer comme ça des ateliers team building, ça pourrait être une super idée. Voilà. Offrir des moments de créativité, de plaisir ou de répit aussi autour de l'alimentation, hein, des déjeuners partagés en équipe, c'est toujours agréable de partager un moment un peu différent avec ses collègues. Et l'alimentation est vraiment regroupe en tout cas bon nombre autour des bons repas. Donc je pense que c'est aussi une façon de se retrouver en équipe. Alors, la slide suivante, l'alimentation, donc toujours un levier de lien, de plaisir et de bien-être. La formation, c'est aussi un moteur essentiel. Ça permet donc de renforcer les compétences et la confiance en soi. Ça favorise aussi la coopération entre équipes quand ce sont des formations en intra pour les membres d'une même équipe. Ça valorise chaque rôle dans la lutte contre la dénutrition. On peut voir du coup la complémentarité des interventions, le fait que la communication dans l'équipe est indispensable pour pouvoir eh bien, ajuster les besoins d'un plan d'aide. Ça peut aussi améliorer le bien-être au travail, de se sentir reconnu dans son travail. Le fait d'aller en formation permet d'améliorer ses compétences et donc de se sentir vraiment à la bonne place avec une certaine légitimité. Je propose des formations pour les auxiliaires de vie, notamment sur Paris. Et ce qui m'a frappée, c'est que des auxiliaires de vie qui travaillaient dans cette structure depuis plusieurs années n'avaient pas eu l'occasion de se rencontrer. Et c'est vrai qu'à travers des journées de formation, alors bien sûr, il y a toute la transmission technique de connaissances, mais il y a aussi tout l'aspect relationnel, le fait de partager des moments avec les membres avec d'autres personnes de l'équipe. Je pense que ça peut vraiment favoriser la création du lien et le fait de se sentir bien dans son travail. Ça limite, c'est aussi une action pour limiter contre le turnover des équipes. La formation est bien connue pour valoriser et remercier aussi le travail des équipes. En formation, maintenant, c'est vrai qu'on utilise de plus en plus des activités, des supports assez dynamiques. Je sais que moi, j'ai proposé un petit peu de ludopédagogie, c'est-à-dire la création de jeux de cartes, de quiz, de choses assez interactives, de séquences assez interactives qui permettent vraiment de sensibiliser et d'intéresser les participants.
les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être assis pendant 6 heures sur une chaise, hein, comme tous les professionnels soignants, ça peut être compliqué de venir en formation et c'est vrai qu'il faut trouver des moyens de capter l'attention et de proposer des choses assez dynamiques. Mais je sais que maintenant, c'est vraiment une des méthodes très en vogue pour animer ce genre de temps de formation. Alors en conclusion, on pourrait dire que la lutte contre la dénutrition, c'est bien plus que de la nutrition. Et on pourrait retenir que nourrir, c'est donner envie, c'est écouter, c'est respecter les choix. Que le repas, c'est vraiment un moment important dans une journée et c'est un moment social et de bien-être. Que l'autodétermination, c'est-à-dire le pouvoir d'agir, le fait que la personne décide pour elle-même, renforce la confiance et la qualité de vie. Que impliquer et soutenir les équipes, ça permet de valoriser c'est aussi valoriser le plaisir de cuisiner, que le travail d'équipe autour de l'alimentation crée du lien, prévient l'isolement et améliore la qualité du soin. Alors, c'est une conclusion, mais en fait une fausse conclusion. Je vous propose une étude de cas sur deux situations différentes, une situation au domicile et une situation en EHPAD, mais peut-être que le temps passe vite, Vanessa, et qu'il faut que j'accélère. Pas du tout, on est bon, il reste C'est du bon? temps, vous inquiétez pas. Allez-y. N'hésitez pas à me dire. Très bien. Alors, je vous propose une étude de cas sur une situation de dénutrition à domicile, donc qui concerne Madame Dupont. Madame Dupont, elle a 85 ans et elle vit seule à son domicile. Elle a des antécédents médicaux, un peu d'hypertension, de l'arthrose et des troubles de la mémoire assez légers. Elle vit seule, elle a peu de visites et elle a un réseau social donc assez limité. Les signes récents qui nous inquiètent aujourd'hui, c'est une perte de poids de 4 kilos en 2 mois, de la fatigue, des repas souvent incomplets et pris seuls au domicile. Les paramètres biologiques donnent des signes de dénutrition. Madame Dupont reçoit ponctuellement l'intervention d'une auxiliaire de vie pour les repas et l'hygiène, mais il n'existe pas de coordination formalisée entre les différents professionnels. Alors, on pourrait se poser quelques questions. Quels sont les facteurs qui expliquent la dénutrition de Madame Dupont? Alors, on pourrait penser à la santé, à ses problèmes cognitifs, à l'isolement, à l'organisation du quotidien. On peut se demander comment les professionnels peuvent-ils repérer, partager et coordonner les informations sur la situation de Madame Dupont. Alors, que faire des observations, des transmissions, comment coordonner toutes les interventions autour de Madame. Quelles sont les actions complètes que l'on pourrait mettre en place? Alors, de l'aide, de l'accompagnement, du portage des repas, un suivi médical, de la stimulation, un respect des choix. Donc, tout ça, ce sont évidemment des propositions et on pourrait analyser cette situation sous des dimensions un petit peu transversales et différentes. Une dimension médicale et nutritionnelle où on prendrait en compte le rôle du médecin, du diététicien et par exemple des infirmiers du SIAD pour avoir un suivi un peu clinique de la personne. On peut se demander comment communiquer entre tous ces acteurs de terrain, entre le suivi du médecin, le suivi de l'état nutritionnel, des propositions peut-être d'enrichissement de plats des diététiciens, et puis les interventions du SIAD qui permettraient d'avoir un retour sur l'état de santé, le poids, l'hydratation. Comment coordonner la transmission de toutes ces informations pour que la situation de Madame Dupont au domicile s'améliore. On peut aussi prendre une dimension sociale et humaine.
avec l'intervention du service d'auxiliaire de vie, mais aussi peut-être des voisins de cette dame, et puis peut-être des bénévoles d'associations du territoire qui pourraient aussi peut-être intervenir. Alors notamment au sujet autour des repas, hein, on pourrait proposer des repas partagés, avoir un soutien de l'entourage pour avoir une stimulation de l'appétit et du lien social. Essayons de maintenir l'autonomie de Madame Dupont sur ses choix de repas et son pouvoir d'agir. Tout ça favorisant effectivement la situation de bien-être au domicile de Madame Dupont. Mais on peut voir aussi une dimension fonctionnelle et ergonomique en peut-être faisant appel à un ergothérapeute pour évaluer les difficultés fonctionnelles liées, par exemple, à l'arthrose ou à la diminution de la force de Madame Dupont, peut-être en proposant des aides techniques comme des assiettes antidérapantes, des couverts ergonomiques, une aide à l'ouverture des bocaux. Alors, tout ça, des aides techniques intéressantes et presque indispensables, mais qui vont de pair avec une formation de Madame Dupont, mais aussi de l'auxiliaire de vie pour pouvoir après bien utiliser ces aides proposées pour améliorer le quotidien de Madame Dupont. Essayons dans une dernière partie de voir la coordination du plan d'aide qui pourrait être proposé par un dispositif d'appui à la coordination, donc une évaluation de la situation et une proposition de mise en place d'un plan d'aide qui peut être réajusté et réévalué en fonction de la situation et de son évolution. Ça permet de centraliser les informations et de coordonner l'intervention de l'ensemble des professionnels qui gravitent autour de la situation de Madame Dupont. On peut organiser le suivi et, si nécessaire, réajuster les interventions des uns et des autres professionnels. Voilà pour cette première étude de cas qui reprend donc une situation classique au domicile. On peut proposer une deuxième situation en EHPAD avec une situation de Monsieur Martin qui a 79 ans, qui réside en EHPAD depuis 2 ans. Il a développé un diabète de type 2, il a de l'hypertension et des troubles articulaires. Il est veuf, il a peu de visites. Il a un IMC à 20,8, des signes de dénutrition, des signes cliniques avec de la fatigue et une diminution de l'appétit. Les repas sont servis en salle collective, mais Monsieur Martin mange souvent seul et refuse certains plats, et se lève même avant la fin des repas. Donc, quels sont les facteurs de risque principaux de la dénutrition ? Dans ce cas-là, écoutez, on peut noter l'isolement social, hein. Monsieur Martin, il prend ses repas seul, il a peu d'interactions, il a une diminution certainement de l'appétit et il a aussi des douleurs qui gênent peut-être durant les repas. La dimension sociale du repas est vraiment primordiale. Ça peut améliorer les conditions de la prise des repas, redonnerait plaisir à manger, améliorer l'humeur et réduire aussi ce sentiment d'isolement que Monsieur Martin peut ressentir. Alors, on peut analyser cette situation également autour de plusieurs dimensions. La dimension médicale et nutritionnelle, hein, comme tout à l'heure, avec le rôle du médecin traitant ou du médecin coordonnateur en structure, peut-être l'intervention d'un diététicien, infirmier et aide-soignant, toute l'équipe médicale et paramédicale présent sur la structure. Donc, un travail pluriprofessionnel nécessaire pour stabiliser, voire améliorer la situation de dénutrition de Monsieur Martin. La dimension sociale et humaine, on peut solliciter l'avis du résident pour savoir ce qu'il a envie de mettre en place pour
pour se sentir mieux au moment des repas notamment. Peut-être organiser des repas thématiques ou des repas en petits groupes. Comme je disais tout à l'heure, peut-être proposer d'impliquer les résidents dans la préparation des repas ou de la décoration de la salle du réfectoire ou du repas, créer des moments conviviaux entre résidents, essayer de stimuler l'appétit par tous les moyens, que ce soit dans l'assiette, mais aussi dans son cadre de vie. Et puis, la coordination et le travail d'équipe au sein de la structure, hein, indispensable pour entourer les personnes, les personnes malades et les personnes présentes. Il faut du coup créer les conditions du travail d'équipe le plus efficient possible, partager les infos et les observations pour assurer le meilleur suivi, donc avec une communication fluide entre les différents acteurs. Peut-être proposer des réunions internes pour coordonner les actions et peut-être aussi créer des passerelles entre les soignants et les cuisines, hein, ce qui se fait évidemment déjà, mais pour adapter les repas en fonction de la situation particulière, notamment de M. Martin. Voilà pour ces 2 études de cas, donc une au domicile et une en structure. Je vous propose maintenant un petit quiz qui va reprendre tous les fondamentaux sur l'alimentation avec cette première question. Alors, quelle est la principale cause de dénutrition chez la personne âgée? Alors, différentes propositions qui sont évidentes hein, parfois, mais qui permettent du coup de pouvoir reprendre les bonnes réponses et de les expliquer de nouveau. Alors, la principale cause de dénutrition chez la personne âgée, alors proposition, le manque d'appétit, les troubles de la déglutition, les maladies chroniques et polymédication, le vieillissement normal ou une alimentation déséquilibrée ponctuelle. Bon, alors réponse B, évidemment, la dénutrition du senior est multifactorielle. Elle est liée parfois à des pathologies chroniques, des troubles sensoriels, de l'isolement, la dépression, les difficultés d'accès à l'alimentation, les traitements médicamenteux. Le manque d'appétit n'est souvent qu'un symptôme secondaire. Deuxième question, quelles sont les conséquences principales de la dénutrition? Alors, fatigue, chute, infection, perte d'autonomie. Réponse B, hyperactivité et insomnie. Réponse C, prise de poids. Et réponse D, aucune conséquence grave. Allez, pas de suspense. Réponse A, bien sûr, la dénutrition affaiblit le système immunitaire et musculaire, accroît le risque d'escarre, d'infection et de dépendance. Troisième question, quelle mesure favorise la reprise alimentaire? Réponse A, forcer la personne à finir son repas. Pas vraiment en lien avec le respect de la liberté individuelle. Valoriser le plaisir, la convivialité et l'adaptation des textures. Réponse C, proposer uniquement des compléments nutritionnels. Et réponse D, réduire les portions. Bon. Réponse B, bien sûr, le plaisir de manger, la convivialité redonne de l'appétit. Le contexte dans lequel on mange compte autant que le contenu de l'assiette. Première étape face à une suspicion de dénutrition. Alors, doit-on donner un complément nutritionnel oral ou alors peser la personne et calculer l'IMC, modifier les menus, contacter l'hôpital? Allez, sans suspense, la réponse B, le dépistage objectif, hein, le poids, l'IMC, précède toute intervention. Il permet de confirmer cette suspicion. Les signes invisibles d'une dénutrition débutante. Alors, la fatigue, le repli, le désintérêt pour les repas, ou bien un amaigrissement visible, ou des plaies avancées, ou même de la fièvre. Alors, évidemment, les premiers signes sont souvent psychologiques et comportementaux. L'observation quotidienne est donc essentielle et d'où
la présence de professionnels autour des personnes âgées va permettre de limiter les conséquences de la dénutrition et d'avoir pardon, je ne trouve plus mes mots, je trouve plus mon mot. C'est pas grave. Alors, quels aliments simples pour enrichir les repas? Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, effectivement, avec quelques aliments, on peut augmenter les apports nutritionnels. Donc, le beurre, la crème, les œufs, le fromage, la poudre de lait, mais aussi la poudre d'amande, par exemple, sont vraiment des aliments intéressants pour enrichir les repas du quotidien. Après un épisode de dénutrition, il est préconisé d'arrêter le suivi, de maintenir un accompagnement global et durable, de supprimer les enrichissements ou de revenir au régime antérieur. Et bien évidemment, la récidive est fréquente si on arrête l'accompagnement trop tôt. Donc, il est vraiment intéressant de continuer à être vigilant et à suivre l'état de santé global de la personne. Que faire si une personne refuse fréquemment ses repas? Eh bien, respecter sans rien dire. En parler en équipe ou rechercher les causes, forcer à manger, proposer des plats sucrés uniquement. Évidemment, le refus de manger n'est jamais anodin, hein. Il peut traduire des douleurs, une dépression, une perte de goût, une situation complexe. La coordination d'équipe est essentielle. Quelle action collective améliore durablement la nutrition? Alors, plusieurs propositions. Former le personnel soignant, créer un comité nutrition pluridisciplinaire, faire appel à un prestataire externe, servir des compléments à tout le monde. Évidemment, la réponse est B, c'est la mise en place d'un comité nutrition, hein, qui regrouperait la direction, les cuisines, les professionnels soignants, les diététiciens, les animateurs sociaux, les animateurs, pourquoi pas les travailleurs sociaux, qui permettraient une dynamique durable et partagée autour de la qualité alimentaire dans la structure, au sein de la structure. Avoir en fait du long terme et être toujours vigilant à ces notions de dénutrition. Pour conclure cette intervention, je vous propose juste un petit défi en 2 minutes. Vous avez 2 minutes. Imaginez une recette simple et gourmande à proposer à une personne âgée avec 3 ingrédients du quotidien, facile à faire, sans matériel et qui donne envie de partager un moment à 2 ou à plusieurs. Alors, une idée, un souvenir, une astuce, tout est bienvenu. Alors, pourquoi ce défi? Parce que lutter contre la dénutrition, ce n'est pas juste nourrir, c'est aussi respecter les envies et le rythme de la personne, c'est favoriser les échanges, c'est rompre l'isolement, c'est apporter du plaisir et c'est créer un moment humain, même court. Voilà, alors peut-être juste une petite idée de recette avec 3 ingrédients. Alors moi, je pourrais vous proposer une pomme fondante, du beurre et du sucre, hein, 3 petits ingrédients qu'on a souvent à la maison ou dans le frigo d'une personne âgée. Un petit riz au lait sucré à la cannelle qui peut être aussi le bienvenu, mais aussi du salé avec une purée, du fromage et un petit morceau de beurre, ou bien une banane écrasée avec un yaourt et quelques grammes de miel. Voilà, pour finir sur une petite note sucrée. Voilà, Vanessa. Merci beaucoup, Gaëlle. Ça donne faim, tout ça. En plus, c'est bientôt l'heure du goûter. Donc, C'est ça. j'espère que ça vous donnera des idées dans vos unités, dans vos services, en tout cas à explorer entre professionnels au sein des équipes ou même pour les personnes que vous accompagnez. Merci beaucoup, Gaëlle, pour cette belle présentation. Évidemment, elle vous sera envoyée en plus du lien pour le replay pour ceux qui n'auront pas pu assister. On a encore 1 minute. S'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir. Le chat est disponible, ou si vous voulez prendre le micro, vous avez la main sur la parole, pardon, vous avez la main sur les micros. Moi, j'avais juste une petite question, Gaëlle. Oui. Vous parlez des professionnels que vous accompagnez. Vous pouvez juste préciser très rapidement, vous accompagnez tous les professionnels de santé? J'accompagne des professionnels
du domicile, notamment donc les auxiliaires de vie, mais j'accompagne aussi les équipes éducatives dans le cadre des structures médico-sociales de façon très large. Je peux accompagner sur différentes thématiques. J'accompagne au niveau de l'alimentation, mais je fais aussi de l'accompagnement professionnel pour essayer de réduire le stress, d'essayer de mieux s'organiser au quotidien, en tout cas pour mettre en place les conditions les plus favorables au travail. Ce qui me Très tient à bien. cœur aussi, c'est la transmission et donc de proposer des formations, mais vraiment du sur-mesure, exactement en fonction des besoins des équipes. L'objectif étant vraiment d'évaluer la situation. Je me creuse un petit peu la tête après et puis j'essaye de proposer quelque chose qui correspond exactement aux difficultés rencontrées. Ce que j'aime, c'est vraiment essayer de créer du sur-mesure et d'avoir un effet positif assez rapide et puis de m'intéresser vraiment, creuser un petit peu les besoins, essayer de comprendre et d'essayer de faire un pas de côté pour essayer de déterminer les causes et de proposer des choses assez sympa, assez dynamique. Les équipes, elles ont déjà un travail très éprouvant. Essayons quand il y a des interventions que ça les porte un peu et que on fasse un pas de côté sur le quotidien. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents. Eh ben, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Donc, le prochain téléstage, ce sera le 16 décembre. Et on parlera des rôles et des missions de l'HAD, comment elle intervient donc à domicile, mais aussi en EHPAD, hein, qui est le dernier domicile de la personne, et pas seulement dans les dernières heures de vie, quand il s'agit d'une fin de vie. Voilà, ça sera un peu une mise en lumière de leur rôle et comment ils interviennent et comment ils peuvent accompagner les équipes aussi dans des situations difficiles. Voilà, et ben merci à tous. Belle fin de journée Merci, à bonne vous. fin de journée, à bientôt. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.